Un enquêteur de l'ONU à la retraite doit quitter sa famille pour une mission dangereuse. Il doit parcourir le monde pour trouver un remède à une pandémie de zombies menaçant l'humanité, tandis que la pression augmente. Il lutte pour sa famille et le destin du monde. Cette histoire incroyable débute un matin ordinaire. Les informations se déroulent normalement et des millions suivent leurs routines habituelles. Dans la maison d'Elaine, les petites Rachel et Connie arrivent dans la chambre de leurs parents pour les réveiller avec enthousiasme. Les deux parents les accueillent avec affection, et nous retrouvons bientôt Jerry dans la cuisine, où il prépare le petit déjeuner pour tout le monde tout en regardant les informations. Alors que sa famille se prépare à une promenade en ville, Connie demande à son père, en écoutant les infos, s'il regrette son ancien travail. Jerry répond qu'il l'a quitté pour passer plus de temps avec elle. Peu après, la famille, bloquée dans un embouteillage à Philadelphie, tue le temps en jouant à des devinettes. Nos protagonistes remarquent plusieurs hélicoptères survolant la zone et s'interrogent sur leur présence. Des gens se mettent à courir, les klaxons s'impatientent. La radio évoque une épidémie de rage partie de Taïwan, déjà présente dans 12 pays. Un policier passe près de la voiture et casse le rétroviseur de Jerry sans s'excuser. Quand Jerry le ramasse, il voit plus d'agents et d'hélicoptères autour. Un chauffeur de taxi propose son aide à Jerry, qui lui demande ce qui se passe, mais l'homme est aussi déconcerté. Une explosion retentit. Un policier ordonne à Jerry de retourner dans la voiture et de ne pas rester dehors. Un énorme camion fonce sur l'officier pour fuir l'embouteillage. Le désespoir envahit la rue, et sans vraiment comprendre ce qui se passe, Jerry décide d'accélérer et de suivre le camion pour s'éloigner du danger et protéger sa famille. Cependant, nous nous rendons vite compte que le conducteur du camion semble avoir du mal à contrôler le véhicule, qui finit par s'écraser. Jerry continue malgré le chaos, sa femme rassure Connie. Dans la voiture, la tension monte. Rachel se cache derrière le siège et Jerry intervient, provoquant une collision. Tous tentent de surmonter le choc. Dehors, les gens fuient et le couple quitte la voiture pour échapper à une menace incomprise. Ils font descendre leur fille, et pendant que Jerry essaie de comprendre de quoi ils doivent s'échapper, on voit que toute la ville est plongée dans le chaos. Certains fuient sans cesse et attaquent soudain les autres. Jerry voit un chauffeur de taxi, alerté par le danger, monter dans sa voiture. Mais une femme saute dessus et casse la vitre avec sa tête. Notre protagoniste observe la scène et lui et sa femme voient la femme mordre le bras de l'homme avant de s'en aller. La poupée de Connie marque, tandis que l'homme se tord 12 secondes au sol avant de devenir zombie. La famille, confuse, monte dans un camping-car. Alors que Jerry tente de démarrer, un infecté bondit à la fenêtre, et Karen le repousse d'un coup de pied. Un autre infecté s'accroche à la porte opposée, et Jerry heurte ce côté du véhicule contre un bus pour avancer. Ignorant ordres et avertissements, Jerry accélère pour évacuer sa famille de la ville infestée de morts vivants. Quelques instants plus tard, sur la route, Karen aide Rachel à supporter une crise d'asthme. Mais sans son inhalateur, c'est inutile, et ils décident de s'arrêter un moment pour réfléchir à ce qu'ils vont faire. Ils vont à la pharmacie, mais la voiture tarde à démarrer. Thierry appelle Jerry via Karen et demande « Où es-tu » Jerry apprend par son vieil ami, depuis un hélicoptère sur New York, que la situation au sol est critique et reste incomprise. Jerry donne sa position et Thierry promet d'envoyer un hélicoptère. Il lui demande de tenir quelques heures pour survivre. La famille arrive dans le New Jersey en camping-car, entre armés dans un supermarché bondé et se sépare pour chercher nourriture et médicaments pour l'asthme de Rachel. À la pharmacie, un toxicomane armé demande à la fillette « De quoi as-tu besoin ?» Jerry explique qu'il cherche des médicaments contre l'asthme et entend Connie crier depuis le chariot dès qu'il les obtient, en s'approchant. Jerry voit sa femme se battre pour de la nourriture. Un homme armé tire, obligeant Jerry à se défendre pour la sauver. Même les policiers, indifférents aux armes, pensent seulement à survivre dans le chaos. En quittant le supermarché, ils constatent le vol de leur véhicule. N'ayant pas d'autre option, ils quittent les rues pour des immeubles voisins. Jerry informe Thierry de leur position pour organiser un sauvetage sur le toit. En chemin, ils voient un homme condamné,
assis dans la rue et ignoré de tous. En arrivant aux appartements, il voit des corps d'infectés tomber des étages supérieurs et se dépêche d'entrer. Armé et muni de fusées éclairantes, ils commencent à monter. Tandis que le vagabond reste ignoré, Jerry tente de verrouiller les portes, mais d'autres zombies arrivent à les forcer. Les poursuivant de près, les cris s'intensifient, mais ils parviennent à prendre un peu d'avance. Soudain, ils ne trouvent plus Connie. Quand ils la retrouvent, elle demande à une famille de l'accueillir. Ceux-ci les laissent entrer et ferment les portes. Seul le petit Thomas parle leur langue et peut faire la traduction entre Jerry et ses parents, qui sont portugais. Le protagoniste tente d'écouter la radio sans succès, puis entend un message d'urgence conseillant de rester chez soi et de rationner la nourriture. Un virus dangereux se répand dans le New Jersey. Plus tard, Jerry se réveille, se souvenant de ce qu'il a vu et entend des bruits dans les couloirs sombres. Il cherche Rachel et la trouve endormie dans le placard avec Thomas, qui dit qu'elle pleurait beaucoup. Ensuite, Thomas traduit pour Jerry, qui explique à ses parents qu'ils doivent rester en mouvement pour survivre. Cependant, les parents de Thomas refusent d'abandonner leur maison, même s'ils leur offrent des provisions avant leur départ. Jerry fabrique une arme avec un couteau, protège ses avant-bras avec des magazines et ils sortent dans le couloir désert de l'immeuble. Alors qu'ils avancent, des cris inhumains résonnent dans l'obscurité, et la famille de Thomas sent qu'une présence tente d'entrer chez eux. Nos protagonistes montent vers le toit, mais doivent tirer sur un premier zombie, attirant d'autres infectés. Tous essaient de monter et Jerry est forcé d'affronter ces créatures devant ses filles. L'hélicoptère de Jerry tente de les localiser pendant que sa famille allume une fusée éclairante sur la terrasse. Thomas apparaît alors seul et l'aide à s'échapper. Quand l'hélicoptère arrive, Jerry compte les secondes au bord pour vérifier qu'il n'a pas été infecté par le liquide entré dans sa bouche. Il ferme la porte pour que les autres embarquent, puis court à temps pour échapper à l'ancien père de Thomas. L'hélicoptère monte pendant que les créatures chutent du toit. Quelques heures plus tard, ils rejoignent un navire de commandement dans l'Atlantique, où Thierry les accueille. Il leur donne une place parmi d'autres familles, et précise que le bateau ne s'arrêtera plus. Jerry ne pense qu'à la sécurité des siens, puis il discute avec Thierry en privé. Le président est mort, les dirigeants ont disparu, et le pays sombre dans le chaos. Les avions diffusent le virus dans le monde entier. À bord, tous s'unissent pour gérer la crise, mais seuls parviennent des nouvelles de la chute d'autres pays et villes américaines. Un jeune homme propose aux esprits du navire de chercher l'origine du virus pour élaborer un remède. Thierry présente le docteur Fazback, virologue de Harvard, comme le mieux préparé pour enquêter. Il informe Jerry que le mot zombie est apparu dans un courriel envoyé depuis la Corée du Sud, et que s'ils parviennent à identifier l'origine, ils pourraient développer un vaccin. C'est pourquoi ils enverront le docteur Fazback, même s'il n'est qu'un enfant. Le capitaine intervient alors, affirmant que Jerry était le meilleur enquêteur de Thierry, et propose de l'envoyer avec Fazback pour trouver l'origine du virus. Jerry refuse, affirmant qu'il n'abandonnera pas sa famille, même si la mission les rend plus en sécurité. Cependant, le capitaine lui fait remarquer que tous à bord sont là parce qu'ils remplissent un rôle, car il n'y a pas de place pour du personnel non essentiel, ce qui le force à accepter pour protéger sa famille. Sans autre choix, Jerry informe sa femme de sa décision et lui donne un appareil pour le joindre chaque jour jusqu'à son retour. Il dit au revoir à ses filles, Thomas et Karen, puis part en avion pour la Corée du Sud. En route, Jerry demande à Fazback d'obéir pour survivre. Il lui suggère de le tenir informé de toute découverte et lui demande s'il croit vraiment pouvoir trouver un indice. Le docteur lui assure que oui, en expliquant que Mère Nature laisse souvent de petits indices qui permettent de comprendre ses secrets. Il lui révèle aussi que la brutalité du virus peut parfois être sa faiblesse. Le désespoir grandit au commandement naval avec de nombreuses bouches à nourrir. L'avion doit atterrir faute de carburant et le pilote signale que la base sera dans le noir, faute de personnel. L'équipe spéciale se prépare à pénétrer dans cet endroit sombre. Les cris et bruits des morts attirent l'attention. Quand les zombies approchent, Fazback, paniqué, court vers l'avion, glisse et se tire accidentellement dessus. L'équipe de la base les secourt et les guide à l'intérieur en traversant des zombies rapides. Une fois à l'abri, chaque membre est examiné avant d'entrer. Jerry regrette la perte du jeune homme, leur plus grand espoir, qui s'était porté volontaire pour comprendre la situation. Le protagoniste fait alors des liens.
Il conclut que le bruit attire les infectés, qui doivent être neutralisés au cerveau puis incinérés. Il explique avoir déjà affronté l'un d'eux à Philadelphie, et confirme aux militaires, en parlant de leur ville natale, qu'il ne reste plus rien. Jerry dit qu'un communiqué reçu à sa base mentionnait le mot « zombie ». Tous comprennent, se souvenant que l'avertissement n'avait pas été pris au sérieux. Le commandant le conduit dans une salle de cadavres, et explique que plusieurs de ces hommes ont été mordus en tentant de maîtriser le patient zéro. Le médecin de la base avait examiné un soldat disparu une semaine, puis retrouvé par des villageois, qui écumaient et sécrétaient du goudron de la bouche. Après avoir tenté de mordre quelqu'un, il a été maîtrisé puis isolé. Mais lors de l'examen, le médecin n'a pas vu ses doigts bouger, menant à une attaque violente quand il a repris vie. Voici toutes les infos sur Jerry. Personne n'en sait plus, et aucun registre n'indique l'origine de l'infection. Il demande à un soldat qui boite s'il s'est récemment blessé à la jambe, et celui-ci lui répond que non, la blessure est ancienne. Le commandant se rappelle, surpris, que les zombies l'ont ignoré, même au milieu d'eux. En sortant, Jerry entend les cris d'un homme enfermé. On lui dit de ne pas perdre de temps, car c'est un agent de la CIA qui vendait des armes à la Corée. Le protagoniste s'approche, dit à l'homme qu'il est de l'ONU et lui demande pourquoi il vendait des armes à la Corée du Nord. L'agent, suggérant qu'ils survivent à la catastrophe mondiale, répond que les armes ne suffisent pas, puis s'arrache une de ses dernières dents. Il explique qu'au Nord, ils ont exigé d'arracher toutes les dents, en moins de 24 heures, afin d'éviter la propagation du virus par morsure. Même si Jerry doute, l'agent avance des idées plus surprenantes, disant qu'Israël gagne car ils ont fermé leurs frontières une semaine avant l'attaque. Premier à réagir, il lui propose de contacter Junger Warnbroom à Jérusalem, incitant Jerry à décider aussitôt. Karen reçoit un appel de son mari, mais la communication coupe et il doit partir sans donner de détails. Toute l'équipe se prépare à partir à vélo, en silence, en révisant la procédure pour faire le plein et les points d'attaque des morts vivants. Ils partent sous la pluie, sans faire de bruit, avec des tireurs d'élite en attente. Karen tente de rappeler Jerry, réveillant plusieurs morts qui s'approchent de l'avion. Le commandant arrive en camion avec l'ordre d'éliminer les zombies. Jerry, proche du but, est renversé de son vélo par un infecté. Un autre soldat le sauve, mais il voit le capitaine mordu à la jambe se suicider. Un homme déconnecte le tuyau de carburant, se sacrifiant pour le bien commun, espérant qu'Israël en vaille la peine. Jerry court à la cabine, ferme la porte sur les morts et, aidé du pilote, il décolle sur la piste sombre. Des heures après, il appelle Karen depuis l'avion, la rassure sur son état mais lui dit que la Corée a échoué et qu'ils vont en Israël. Elle lui conseille de se reposer pendant le vol, mais soudain, une explosion proche secoue l'avion, coupe la connexion et augmente l'angoisse de son épouse. En approchant d'Israël, Jerry demande l'autorisation d'atterrir, mentionnant qu'il a été envoyé par l'ONU, et il demande au pilote de rester dans l'avion jusqu'à ce qu'il revienne avant la tombée de la nuit. Ensuite, Jerry est conduit à travers les rues paisibles du pays pour rencontrer Jürgen, qui réfléchit sur la façon dont les gens ont tendance à ignorer les problèmes jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jerry demande « Comment Israël le savait-il » Jürgen lui dit qu'ils ont intercepté un message d'un général hindou affirmant combattre les Rakshasas, traduit par « mort-vivant ». Le protagoniste peine à croire que le pays ait agi après un simple message et Jürgen avoue avoir douté aussi. Ils discutent d'histoire en parcourant la ville. 9 personnes sur 10 peuvent croire à une même théorie. Mais le devoir du 10e homme est de remettre en question toute information. Et, aussi improbable que cela puisse paraître, Jürgen fut ce 10e homme. Bien que beaucoup pensaient que le sujet des zombies était une distraction pour cacher quelque chose de plus important, Jürgen a mené une enquête approfondie et admet ignorer l'origine du virus, car trop de sources sont possibles et la contagion se propage toujours. En avançant, il remarque les immenses murailles protégeant le pays et les rescapés, réduisant le nombre de zombies à combattre. Plus loin, il voit des gens louer Dieu bruyamment, attirant des milliers d'infectés hors des murs et réveillant un zombie caché à l'intérieur. Jürgen avertit Jerry que l'Inde est un cas perdu, qu'il doit oublier la recherche du patient zéro, car il n'y a plus de temps. Son seul conseil est de trouver un refuge sûr. Soudain,
Des milliers de zombies s'agglutinent sur la muraille, formant un effrayant escalier humain. L'alerte se répand parmi les soldats, et bientôt les citoyens observent avec horreur comment les infectés commencent à escalader les murs, transformant le pays en un autre foyer d'infection. Le chaos règne dans les rues d'Israël, la panique gagne la foule. Malgré les tentatives pour les stopper, les zombies mordent plusieurs personnes. Au milieu de la confusion, Jürgen dit à Jerry que Segen le conduira à son avion. Et Jerry remarque un homme terrifié, étonnamment ignoré par les morts. Les barrières s'affinissent tôt par céder sous la vague d'infectés, qui pénètrent jusque dans les ruelles les plus reculées de la ville. Les zombies attrapent plusieurs soldats qui tentèrent de protéger Jerry et certains tombent dans la tentative. Au milieu du chaos, le pilote capte les appels de détresse de Jérusalem, submergés par des vagues d'infectés. Segen protège toujours Jerry coûte que coûte. Jerry remarque un jeune homme très maigre, lui aussi ignoré par les zombies. Soudain, les cages s'effondrent, laissant les protagonistes sans option. Ils lancent des grenades pour avancer, et quand Segen se lève pour voir, un infecté l'attaque. Elle le tue mais réalise qu'elle a été mordue au bras. Jerry ne perd pas de temps. Il prend une machette pour stopper la propagation rapide de l'infection et commence à compter les secondes pendant lesquelles elle pourrait se transformer. Il lui garantit qu'elle ne changera pas grâce au vaccin. Ils doivent fuir rapidement. Mais l'hélicoptère de secours s'écrase aussi face à la catastrophe. Sur les pistes, Jerry voit avec frustration son pilote s'enfuir seul. Il repère rapidement un autre avion de passagers sur le point de décoller. Et, portant Segen dans ses bras, avec l'aide de quelques soldats, ils parviennent à monter à bord, bien qu'ils doivent laisser leurs armes à l'extérieur. L'avion est chaotique. Les passagers tentent de se calmer. Jerry s'installe pour s'occuper de Segen. En demandant leur destination, une hôtesse lui dit qu'ils allaient à Jérusalem. Mais les pilotes choisissent une autre direction. Les passagers observent désespérément les zombies tenter d'atteindre l'avion lors du décollage, abandonnant une ville détruite. Jerry prend quelques bouteilles d'alcool, en tend une à Segen, et il se présente enfin officiellement. Il nettoie la blessure. Malgré la douleur de Segen, notre protagoniste la désinfecte et la couvre. Elle lui demande comment il savait que l'infection ne se propagerait pas, et il avoue ne pas en être sûr. Segen reconnaît être devenu un fardeau. Ses paroles lui rappellent que certains semblent échapper au virus, une faiblesse de l'infection selon Fazbach, montrant sa cruauté. Soudain, Jerry se lève et appelle sa femme. Karen, inquiète, demande s'il va bien, mais il veut parler à Thierry. Il dit à son ami qu'il est sur son dernier vol avec peu de batterie, et lui demande de trouver un centre de recherche sur les vaccins proche d'un aéroport. Il ne peut pas expliquer davantage ni dire où il est. Il passe le téléphone au pilote, qui le lui rendent déchargé après un moment. Les pilotes lui annoncent d'avoir contacté un aéroport au pays de Galles et repéré un centre de recherche voisin. Ignorant s'il fonctionne encore, il s'y dirige tout de même. Quelques instants plus tard, tous les passagers de l'avion essaient de se reposer, mais un chien commence à aboyer devant la porte des toilettes. Lorsque l'hôtesse ouvre le compartiment, un zombie surgit soudainement et l'attaque. Jerry, notre protagoniste, sent que quelque chose ne va pas et se dirige vers l'autre extrémité de l'avion, où des dizaines de passagers commencent à s'agiter, réveillant peu à peu les autres. En voyant qu'une simple cloison les sépare du chaos, il décide de garder son calme et demande à tout le monde de rester silencieux. Ils organisent l'espace pour empiler les bagages dans les couloirs et créer une barrière qui les isole des féroces infectés présents dans le même avion. Dans ce même avion, une valise tombe par accident, attirant l'attention des morts. Des passagers tentent d'accéder à la cabine, mais un pilote refuse d'ouvrir par crainte. Pendant ce temps, les bêtes attaquent tout ce qui bouge, la panique s'empare des passagers, et les morsures se propagent dans la cabine. Alors qu'un zombie s'apprête à atteindre Jerry, Segen le sauve en tirant. Bientôt, presque tous sont infectés, et Jerry assiste à la scène sanglante. Voyant une grenade à la ceinture de son ami, il la lance, explose un côté de l'avion, et projette vivants et morts dans le vide.
Jerry et Segen attachent leur ceinture pour éviter d'être éjectés. Mais un zombie s'accroche à lui en plein vol, et l'avion s'écrase brutalement. Quelques instants plus tard, Jerry se réveille suspendu à un siège. Il remarque qu'il saigne et qu'il est seul parmi les débris de l'avion, qui ne sont plus que des gravats. En tentant de se libérer, il voit qu'il est empalé par une poutre qu'il ne peut retirer. Il enlève sa ceinture, tombe au sol et remarque des morts proches. Il reste silencieux et déterminé à avancer. Il voit Segen apparaître devant lui, et tous deux marchent dans les rues de la ville. Ils ont eu un accident, personne n'ose leur ouvrir la porte. Après plusieurs chutes, ils atteignent un centre de recherche, mais Jerry, affaibli, s'arrête et Segen tente d'y entrer. Sur le porte-avions, le capitaine apprend la perte de contact avec l'avion de Lane, ce qui fait supposer la mort de Jerry. Karen, sa femme, a attendu des heures avant d'apprendre les faits, et que sa famille doive quitter le navire. Quelques jours plus tard, Jerry reprend conscience, se souvenant vaguement et terrifié des instants précédents. La douleur abdominale persiste malgré la blessure soignée. Il fait face à deux inconnus. Un médecin lui demande son identité, ses besoins et comment il est arrivé. Jerry se souvient être venu avec une femme et réclame son téléphone. On lui dit qu'il est là depuis 3 jours. Pour lever ses doutes sur son identité et la discrétion du lieu, il propose de vérifier par téléphone. Thierry, stupéfait, voit un appel et répond. En entendant la voix, il avoue avoir cru son ami mort. Le protagoniste précise qu'il est avec 2 hommes sceptiques sur son identité. Le secrétaire général adjoint de l'ONU confirme tout. Jerry demande alors pourquoi Karen n'a pas répondu, et son ami s'excuse pendant qu'on lui retire le téléphone. Peu après, Jerry est libéré et s'habille. Segen, les médecins et le chef lui annoncent que sa famille a été envoyée dans un camp en Nouvelle-Écosse. Jerry sait, par expérience, qu'ils ne sont pas en sécurité. Le médecin affirme comprendre ses sentiments, mais Jerry lui répond que c'est impossible sans famille. L'homme explique avoir perdu son fils à cause d'un monstre qui était sa femme, poussant le protagoniste à s'excuser. Mais il révèle bientôt qu'il a besoin de la maladie la plus grave qu'ils aient. Jerry explique qu'il cherche un agent pathogène mortel, mais guérissable. Une autre docteure discute avec sa collègue d'utiliser cette maladie contre les morts vivants. Mais ils avaient déjà échoué auparavant. Les bactéries nécessitant un système circulatoire vivant, elles ne peuvent infecter un cadavre. Jerry précise que c'est pour les vivants. Il explique que les zombies ont une faiblesse, ayant vu des infectés ignorer des personnes apparemment en phase terminale. Les morts semblent diffuser un agent pathogène n'affectant que les personnes saines, servant de camouflage contre les zombies. Les médecins rappellent que les prédateurs affamés évitent les corps malades et pensent qu'ils pourraient camoufler des troupes entières si on les infecte avec l'agent pathogène approprié. Avant tout, ils la préviennent qu'une personne devra être infectée puis affronter ces monstres. Tout le matériel est sur place, mais ils rencontrent un problème. Les médecins montrent à Jerry une vidéo du chef des vaccinologues, qui a reçu des échantillons de sang peu après l'épidémie pour les analyser. Un accident l'a exposé à ces fluides, provoquant sa transformation et celle du personnel. Jerry, les zombies bougent lentement et lui disent qu'il se repose. Ils lui montrent que l'entrepôt d'échantillons est vide, en plus des obstacles qui rendent l'accès difficile. Jerry, Segen et un médecin se couvrent les avant-bras et entrent dans la zone bondée à la nuit tombée, armés de haches, battes et balles en dernier recours. On leur conseille de ne pas tuer de zombies pour éviter d'aggraver leur agressivité, puis ils enlèvent lentement les chaises bloquant la porte du pont. L'endroit est sombre et désolé. On leur souhaite bonne chance, et le médecin ordonne de fermer les portes si quelque chose d'inhumain tente d'entrer. Le trio progresse en silence sous surveillance des caméras. Quelqu'un heurte accidentellement une canette de soda, produisant un bruit qui n'attire toutefois pas les morts. La lumière révèle le chaos laissé par la tragédie qui a coûté des dizaines de vies. En marchant sur les décombres, ils attirent un peu l'attention des zombies, mais continuent leur chemin et se cachent habilement pour éviter d'être vus. Ils échappent à un premier groupe. Cependant, le chemin est bloqué par l'un des monstres, et ils sont obligés de faire demi-tour. Ils se cachent dans les escaliers, mais la porte bruyante réveille les zombies. Après l'avoir franchie, ils laissent la hache de Jerry pour bloquer la porte et rencontrent une morte vivante. Ils s'enfuirent sans être vus, mais le levier du docteur frappe un classeur, attirant tous les monstres par le bruit. Segen élimine le zombie d'un coup de feu, ce qui provoque l'arrivée de plusieurs autres. Jerry se sépare dans le chaos pour attirer les morts, court dans les couloirs et neutralise le zombie qui a failli l'attraper. Une autre créature apparaît, tente de prendre son levier coincé, mais le monstre approche et Jerry l'élimine à temps. Segen et le docteur essaient d'atteindre la chambre forte, mais ils sont obligés de reculer à cause du grand nombre de morts qui bloquent leur chemin.
Elle élimine autant d'ennemis qu'elle peut avec son arme, et ses compagnons refusent de les abandonner. Ils parviennent à traverser à temps et à fermer les portes, tandis que la doctoresse inspectait les caméras pour localiser Jerry. Celui-ci traversait le labyrinthe, et découvrit par hasard la chambre forte recherchée. La première porte s'ouvre, la seconde reste bloquée. Prêt à casser la vitre, la doctoresse donne le code à Jerry, qui remplit une boîte de flacons de virus mortel. Alors qu'il tente de partir, il découvre un zombie qui l'attend derrière la porte. Le protagoniste s'arrête, fixe la caméra, conscient de sa seule option. Ils cherchent une seringue, prêts à s'injecter. Ils ignoraient quel virus choisir, mais savaient lesquels seraient mortels. Il écrit à sa famille pour qu'ils sachent qu'il les aimait, avant de s'injecter un agent pathogène pour tester son plan. Après quelques minutes, Jerry se lève, prend la boîte, ouvre la porte et le mort l'ignore, laissant tout le monde stupéfait. Il sort avec la boîte dans les bras, prend un soda et fait du bruit pour attirer les infectés du pont, qui l'ignorent alors qu'il passe parmi eux. Après le vaccin, Segan et Jerry quittent les lieux à l'aube. En arrivant en Nouvelle-Écosse pour retrouver sa famille, Jerry réfléchit au fait qu'ils sont loin d'en avoir fini. L'humanité a perdu des villes entières, mais elle a appris à combattre le virus en combinant des souches pour créer un vaccin qui le camoufle. Cela leur a offert un temps précieux pour continuer le combat. Les troupes invisibles ont réussi partout et d'autres ont trouvé comment faire face aux morts vivants. Des bombes ont détruit de nombreuses zones infectées. Jerry recommande de s'entraider, de se préparer et de lutter, car la guerre débute à peine.